La prochaine intervenante, c'est Madame Djiba Diallo. Elle est senior FinTech Advisor chez Ecobank. Elle est une visionnaire passionnée par la science, la technologie et le développement de l'Afrique. Avec plus de 15 ans d'expérience, elle a dirigé des initiatives stratégiques pour Microsoft en Afrique, notamment en attirant des startups prometteuses vers le cloud et en développant l'écosystème technologique du continent. Titulaire d'un master en informatique de l'Université Pierre et Marie Curie, elle parle couramment le français, l'anglais et le wolof. Passionnée par l'aéronautique, Djiba combine une expertise polyvalente et une ambition de transformer l'innovation africaine à l'échelle mondiale. Djiba, si elle est bien présente dans la salle, est invitée à venir prononcer son talk pour 7 minutes, s'il vous plaît, et sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci d'être restés aussi longtemps. Je pense que ce n'était pas prévu, mais on va tous tenir dans cette soirée parce que je pense que c'est une soirée importante. Merci aux équipes de Akaltalk de m'avoir invité, d'avoir fait l'honneur de parler pendant cet événement. Ce n'est pas évident de passer après Mayram Kairé, mais bon, on va essayer comme on peut. Alors, je ne pensais pas qu'on allait projeter ça sur l'écran, mais bon, vous n'avez pas précisé que je parle Peul, c'est important pour moi, mais bon, c'est pas grave. Alors, je suis censée présenter des slides. J'ai essayé de résister, je ne voulais pas le faire parce que ça prend beaucoup de temps. Je n'aime pas les slides PowerPoint, mais bon, je vais les faire quand même. Je vous préviens, j'ai essayé d'être aussi provocatrice que possible. Et c'est des slides d'une personne qui est très paresseuse. Donc, il n'y aura pas de chiffres, il n'y aura pas de graphes, il n'y aura pas tout ça, puisque le but aujourd'hui, c'est de parler de comment on réinvente l'Afrique. Donc, la présentatrice a annoncé un peu ce que je fais. Je suis responsable de la stratégie pour les FinTech pour le groupe Ecobank depuis quelques années. Avant ça, j'étais à Microsoft. Je suis sénégalaise, mais mes parents sont d'origine guinéenne. Il y a un terme, apparemment, certains nous appellent des Ndreng. Moi, j'en suis très fière. Donc, mes parents sont d'origine guinéenne. Je suis née au Sénégal. J'ai eu la chance de grandir au Gabon. J'ai eu la chance de visiter plusieurs pays africains, parce que c'est un continent qui me passionne. Et malheureusement, le constat que j'ai fait, en tout cas quelque chose qui est assez commun chez les Africains, je pense, alors ce slide est très personnel, je pense qu'on a une très très mauvaise image de nous-mêmes et on a une très très mauvaise image les uns des autres sur le continent. Si on a une aussi mauvaise image de nous, il ne faut pas s'attendre à ce que le reste du monde nous voit différemment. Donc, dans mon premier slide, j'ai mis une du journal de Economist, qui est un hebdomadaire britannique qu'ils avaient sorti en 2000, en l'an 2000. Certains n'étaient pas nés ici. Donc, qui parlait de l'Afrique en titrant The Hopeless Continent, donc le continent sans espoir. Et vous vous dites, c'est normal en fait. Si nous-mêmes, en tant qu'Africains, nous n'avons pas d'espoir pour nous-mêmes, il ne faut pas s'attendre à ce que les autres nous voient différemment. Et c'est très, très dommage. Donc, mon slide est censé parler de finances. Tenez bien, restez accrochés. Donc, c'est normal que le reste du monde nous voit comme ça. Et personnellement, j'essaie de me demander d'où ça vient, en fait, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a une très, très mauvaise image de nous-mêmes et pourquoi est-ce que le reste du monde nous voit de façon très négative? Expérience personnelle, je ne sais pas si c'est encore au programme, mais je ne sais plus si c'était au collège ou au lycée, lorsque nous étions encore des collégiens et des lycéens, mais on avait un livre au programme qui s'appelait Le monde s'effondre, de Chinua Achebe, donc en anglais Things Fall Apart, et qui parlait en fait de l'arrivée du colonisateur sur les côtes nigérianes, comment ça avait perturbé la façon dont les sociétés étaient organisées, etc. À l'époque, c'est un livre que je n'avais pas vraiment compris. Je m'étais juste contentée de lire et puis de faire une restitution pour avoir une note. Mais avec le temps, en fait, on s'est rendu compte à quel point c'était un livre. Pour ceux qui le liront en étant jeunes, avec le temps, vous comprendrez pourquoi c'est un livre très, très profond. Et je suis d'accord avec Chinua Achebe. Il y avait une phrase qu'on nous a tous fait, sur laquelle on a fait plein de dissertations.
L'homme blanc est très malin, il a mis un couteau sur les choses qui nous maintenaient ensemble et nous nous sommes effondrés. En réalité, ce que je pense, c'est que ce n'est pas seulement le fait que nous soyons séparés les uns des autres qui fait que nous nous soyons effondrés. Je pense aussi que c'est le fait que nous nous soyons éloignés de qui nous sommes, profondément, de notre patrimoine, de la richesse que nous avons emmagasinée au fur des siècles sur ce continent, que nous avons vraiment perdu. C'est vraiment l'impression que j'ai. Nous nous sommes détachés de qui nous étions profondément et nous pensons que c'est ce qui se passe ailleurs qui est mieux et qu'il faut absolument, à tout prix, l'implémenter chez nous. C'est ma perception, une fois de plus. Le résultat de ça, comme je le disais, c'est que nous avons une très mauvaise image de nous-mêmes et que nous ne nous rendons pas compte de ce que nous avons. Alors, je vais donner 2 exemples. Un qui est assez simple, qui concerne un peu un produit qu'on utilise tous les jours, et un autre qui est un peu plus élaboré, qui va toucher les étoiles, justement. Alors, le premier, si le slide décide de marcher. OK, pardon. Ah, je suis allée trop vite. Voilà. Donc, le premier, c'est sur ce produit qu'on connaît tous au Sénégal, le bouilli, qu'on utilise, qu'on consomme presque tous les jours, hein, tout le temps. Je suis tombée, en fait, par hasard sur une émission de sportifs français ou européens qui disaient qu'en fait, ils avaient découvert un produit miraculeux qu'eux, ils utilisent en tant que complément alimentaire pour vraiment les aider dans leur performance sportive, que ce produit est vendu en pharmacie en Occident et que vraiment, ils se sont rendus compte que c'est miraculeux parce que c'est un produit qui a 3 à 6 fois plus de vitamine C que les oranges, qui a 2 fois plus de calcium que le lait, qui a un taux d'antioxydants 4 fois plus élevé que le kiwi, qui a du zinc, du potassium, etc. Pour eux, c'est vraiment un produit, mon Dieu, on ne savait pas que ça existait. Donc, ils l'ont mis en sachet et ils le vendent en Occident. J'ai fait juste une recherche sur Internet et je suis tombée sur ce site-là. Donc, vous avez ici une boîte ils appellent ça pain de singe, bio, attention. Donc, pain de singe vegan en plus. Donc, 21 sachets, une boîte à près de 10 000 francs CFA. Nous sommes assis là. Et nous regardons ça arriver. Juste parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de ce qu'on a ici. Alors, donc, le deuxième exemple. Là, je vais parler sous la supervision du maître. Alors, ça aussi, je suis tombée dessus par hasard. Est-ce qu'il y a des Maliens dans la salle? Bien. Alors, donc, vous saurez sûrement de quoi je parle. Donc, sur l'extrémité droite, vous avez une image d'un peuple, ce sont les Dogons du Mali, qui habitent dans les falaises du Bandiagara, qui sont en train de danser sur une cérémonie qu'ils appellent la cérémonie du Sigui, qui arrive tous les 60 ans et qui est dédiée à l'étoile Sirius. Alors, Sirius, c'est l'étoile qui est la plus brillante dans le ciel. Je pense que depuis l'Antiquité, tout le monde est d'accord dessus. Une fois de plus, je parle sous votre supervision. Donc, si je dis des bêtises, corrigez-moi. Donc, Sirius, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Tout le monde la connaît a priori. Et petite histoire derrière Sirius. En 1844, il y a eu un Allemand du nom de Bessel à l'époque qui observait Sirius et puis qui s'est dit, mais en fait, la trajectoire de l'étoile, c'est une étoile, hein, précision, donc comme le Soleil. Ça a une trajectoire qui est un peu bizarre. Il y a quelque chose qui le perturbe, mais je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Donc, il a fait des calculs et il a soupçonné qu'il y avait un astre à côté de Sirius qui perturbait un peu sa trajectoire, mais étant donné qu'il n'arrivait pas à le voir, donc il n'avait pas pu le prouver. Quelques années plus tard, en 1862, cette fois c'est un astronome américain, qui a observé une toute petite étoile à côté de Sirius qui expliquait en fait son parcours un peu atypique. Donc à partir de là, Sirius est devenu Sirius A et la petite étoile est Sirius B. D'accord. Et puis, dans le milieu des années donc 1950, il y a eu des chercheurs français qui sont allés visiter les Dogons. En réalité, même avant, il y en a qui avaient découvert ça. Les Dogons leur ont parlé de Sirius et ils leur ont dit, oui, Sirius a 2 compagnons.
Donc, il y a deux astres qui sont tout le temps en fait, accrochés à Sirius. Et puis, ces gens-là se sont dit, mais ce n'est pas possible. Ceux-là ne peuvent pas connaître l'existence de Sirius B, alors qu'il n'y a que quelques dizaines d'années que des scientifiques ont découvert son existence. Donc, ils ont commencé à faire des recherches sur la cérémonie du Sigi, et ils se sont rendus compte que cette cérémonie-là existe depuis le XIIIe siècle. Ce qui veut dire que les Dogons connaissaient l'existence de Sirius B avant les astronomes occidentaux, américains ou ce que vous voulez. Donc voilà un peu le genre de richesse qu'on a sur le continent, dont on ne soupçonne même pas, dont on ne se rend même pas compte. Et Sirius B, en fait, c'est une naine blanche. Donc si je ne me trompe pas, c'est une étoile qui a explosé. Donc il reste juste un petit noyau. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas la voir à l'œil nu, parce qu'elle est très très petite. Alors, tout ça pour dire quoi? Que effectivement, moi je suis persuadée que si on se respecte un peu plus, si on a plus de considération pour nous-mêmes, si on cherche plus dans tout ce que nos ancêtres ont accumulé en termes de connaissances, etc., on aura plus d'estime pour nous et on pourra aller plus loin. Et surtout, qu'on se dise qu'on n'est pas obligé de copier ce qui se passe ailleurs. Donc, actuellement, j'évolue dans le monde de la finance digitale, donc je travaille pour une banque. J'étais censée poser la question combien de personnes ici ont un compte bancaire, mais il y a trop de gens riches devant moi, donc je ne vais pas deviner ça, je sais que vous en avez tous. D'habitude, quand je pose la question, est-ce que tout le monde a un compte bancaire, tout le monde lève la main. Enfin non, pardon, 10-20% de la salle lève la main. Est-ce que vous avez un mobile wallet? Tout le monde lève la main. Est-ce que vous en avez deux? Beaucoup de gens lèvent la main. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est tous conscients que l'inclusion financière se fait plus par les wallets que par les banques. Donc, en tant que moi, employé de EcoBank, la raison pour laquelle j'ai rejoint la banque, c'est parce qu'il y a quelques années, le CEO et le conseil d'administration se sont rendus compte que les fintechs étaient en train de vraiment prendre une part importante du marché. Donc, ils se sont posé la question, est-ce qu'on s'assoit et on les observe, on se dit ce sont nos concurrents, ou est-ce qu'on voit comment se mettre en partenariat avec eux? Et ils ont choisi la deuxième voie, et c'est cette voie-là que moi je dirige au sein de la banque. Donc, le but de mon travail, c'est de faire en sorte qu'on collabore plus avec les fintechs pour qu'elles puissent plus favoriser l'inclusion financière, avec un modèle qu'on appelle de Bank as a Platform, faire en sorte que pour ces fintechs-là, que ce soit plus facile pour elles de travailler avec nous. Quand je dis fintech, je suppose que tout le monde sait de quoi je parle. Hein? Vous les utilisez tous les jours de toute façon, que vous les vouliez ou pas. Donc, ce sont des sociétés qui délivrent des solutions technologiques pour la finance. Aujourd'hui, si on prend le cas du Sénégal, le taux de bancarisation strict en 2023, il était à peu près de 26%. Donc, taux de bancarisation strict des gens qui n'ont qu'un compte bancaire. Alors que si vous prenez le taux d'inclusion financière élargi, si vous prenez en compte les wallets, on avoisine les 60%. Donc, c'est pour vous dire le rôle important que ces entreprises jouent aujourd'hui sur le continent. Et en réalité, ce qui s'est passé en Afrique, c'est vraiment unique. Aujourd'hui, ce que les fintechs font, c'est une vraie révolution sur le continent. Et parce que c'est une révolution, parce qu'elles ont décidé de faire les choses différemment de ce qui se passe ailleurs. Pour moi, la grosse erreur que les banques ont souvent fait sur le continent, c'est de faire du copier-coller, prendre le modèle bancaire qui s'applique en Occident et vouloir l'appliquer ici. Malheureusement, ça n'a pas marché, alors que les fintechs y arrivent. Les fintechs y arrivent tellement bien que si vous voyez les chiffres internationaux, donc GSMA, qui est une organisation internationale qui regroupe près de 700 fabricants d'outils dans la télécom et près de 400 opérateurs dans la télécom aussi. Ils font un rapport annuel qu'ils sortent sur plusieurs éléments, dont les mobile money. Alors, dans le monde, aujourd'hui, c'est en millions. Le premier chiffre, le nombre de wallets qui sont en activité. Donc, on en a 300... de services liés aux wallets. Donc, on en a 310 dans le monde et il y en a 156 sur l'Afrique subsaharienne. En nombre de comptes, donc des comptes unitaires, des comptes digitaux financiers, dans le monde, on en a 1,75 milliard, 835 millions sont en Afrique. Tous les 30 jours, on a 435 millions de comptes qui sont actifs. On en a 234 millions qui sont actifs en Afrique subsaharienne. 85 milliards de dollars transitent via les comptes dans le monde. 62 milliards de dollars transitent uniquement en Afrique.
Sur les 1400 milliards de dollars de transactions qui sont faites, 912 milliards sont en Afrique. Ce qui veut dire que l'Afrique est leader mondial dans le cadre des services financiers digitaux. On est leader mondial. On ne le dit pas assez, mais on a dominé le monde sur cette industrie-là. Uniquement parce qu'on a décidé de faire les choses différemment et on a vu les résultats. Donc, ce que personnellement je prends moi comme leçon de tout ça, c'est que quand on décide de penser différemment, qu'on essaie de prendre en compte nos réalités, nos spécificités, qu'on a confiance en nous, ben on peut être leader mondial, tout simplement. La preuve, aujourd'hui, dans le monde de la finance digitale, c'est déjà le cas. Alors, pour conclure, donc, j'ai commencé en mettant la une de The Economist en 2000, qui parlait du continent africain comme étant un continent sans espoir. En 2011, ils ont sorti une autre une, Africa Rising. Donc, le continent africain est en train de se réveiller. Eux, je pense qu'ils l'ont compris. Je ne suis pas sûre que nous, en tant qu'Africains, on a compris qu'il est vraiment temps de se réveiller et de faire quelque chose. Mais ce dont je suis persuadée, c'est que si nous prenons vraiment en compte nos spécificités, nos réalités, nos forces, et que nous utilisons la technologie telle qu'elle est présentée aujourd'hui, ce n'est pas juste uniquement la finance que nous allons réinventer, nous l'avons déjà fait. Je suis persuadée que nous pouvons réinventer le monde. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas ambitieux. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci Madame Djiba Diallo. Merci pour cette belle présentation et l'espoir est permis. C'est ce qu'on peut retenir à travers cette présentation sur la finance digitale.